Bienvenue dans cette émission du 8 mai 2023, journée qui aurait dû être journée d'allégresse, en mémoire de la libération et de l'entrée à Paris de Charles de Gaulle, mais jour qui aura été, à l'inverse, probablement le 8 mai le plus lugubre de toute l'histoire de France. Emmanuel Macron a décidé de vider les Champs-Élysées et les rues adjacentes pour pouvoir descendre seul cette avenue connue dans le monde entier. Un internaute a posé la question « Maman, c'est quoi un despote ?» C'est cela, ma fille. Il existe beaucoup de confusion entre les termes de dictature, tyrannie, totalitarisme et despotisme. Nous sommes de toute évidence dans un état de tyrannie, c'est-à-dire que l'ordre constitutionnel et démocratique n'est plus respecté. Tout dépend désormais de la volonté d'un seul homme qui réussit à asservir les différents pouvoirs et contre-pouvoirs. Et donc nous sommes aujourd'hui, objectivement hélas, en tyrannie. Commémoration du 8 mai sans public, interdiction de manifester, souligne Jérémy Mercier, le régime macronien dépasse même ce qu'on avait vu des régimes totalitaires dans le passé. Alors évidemment, c'est un jour de grande tristesse, mais l'avantage de scènes, d'images et d'événements comme celui-ci est de nous montrer, de nous mettre devant les yeux la réalité de ce à quoi nous sommes désormais confrontés. Le contenu de l'émission aujourd'hui portera sur cette étiquette que l'on a vu fleurir depuis 3 ans, et pas par hasard, de complotiste. Vous vous souvenez que la semaine dernière, alors que l'Assemblée nationale a voté la révocation de la suspension des soignants qui avaient refusé de se faire injecter, François Braun, le ministre de la Santé, a osé parler de complotisme en disant que le complotisme l'avait emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée nationale. Alors M. Braun a toutes sortes d'idées un peu farfelues et questionnables d'un ensemble de choses, mais notamment de ce qu'est la science et ce qu'est le complotisme. Rappelons une fois de plus que la France était le dernier pays au monde qui voyait encore une justification scientifique à cette suspension, là où évidemment il n'y en a aucune. Et le fait que le ministre de la Santé se soit permis de réagir de cette manière au vote souverain de l'Assemblée, évidemment soulève un ensemble de questions. Dans la foulée, les socialistes, qui effectivement prennent des plis totalitaires pendant les moments de dérive, ont publié une tribune dans Libération, ou d'autres, disant que la proposition de loi sur la réintégration des soignants non vaccinés allait à l'encontre des valeurs portées par la gauche. Alors, le déni de science est une valeur portée par la gauche. Un homme averti en vaut 2. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale, commentant la sanction qui a frappé 2 enseignants en philosophie suspendus par des sanctions administratives, a osé dire sur un plateau télévisé « Ils ont été sanctionnés du fait de propos outranciers, complotistes et injurieux ». Donc, le ministre de la Santé décide de ce qui est complotiste ou injurieux, sans aucune référence au droit, selon son bon vouloir et son bon pouvoir et celui du gouvernement macronien, et comme il convient de le relever, justifier une sanction administrative par la nature des propos tenus revient à substituer la justice par l'administration publique. Seule la justice est capable de qualifier un propos, et donc c'est évidemment une atteinte gravissime à l'état de droit, une atteinte de plus, me direz-vous. Et donc on est comme toujours dans cette schizophrénie institutionnelle. Philippe Murer souligne que le ministre a expliqué que la liberté d'expression des enseignants est garantie, sauf lorsqu'il y a des propos complotistes, c'est-à-dire en désaccord en réalité avec ceux du gouvernement. Et là, nous sommes de facto dans la dictature. Si les propos de ces enseignants étaient répréhensibles, il convenait que le ministre saisisse la justice, qui avait à les sanctionner. Mais il n'y a rien de tel. C'est une interprétation libre du ministre qui décrète que les propos sont de cette nature.
Alors, René Chiche, que je suis depuis longtemps et qui est un des deux suspendus, a effectivement fait un travail critique de réflexion philosophique, bien sûr. Qu'est-ce que la vérité? Comment est-ce qu'on considère qu'une information est crédible? Qu'est-ce que l'opinion versus la démarche de connaissance? Et par exemple, un exemple parmi d'innombrables autres, il avait en février 2022 relevé que le coût des tests Covid serait pour le mois de janvier 2022 de 1,6 milliard d'euros, soit l'équivalent de la construction de 19 hôpitaux de 40 000 m². 19 hôpitaux gaspillés dans des tests PCR dont on sait aujourd'hui qu'ils n'ont servi à rien et qu'ils ont livré une quantité phénoménale de faux positifs, servant bien sûr à justifier tout l'arsenal de mesures inutiles qui étaient impliquées. Et donc lorsqu'il a été incriminé au mois de novembre, René Chiche a partagé « J'aurais manqué à mes obligations professionnelles, notamment en termes de loyauté, de correction, de dignité, de réserve, de neutralité, d'exemplarité, ainsi que d'atteinte à l'image et à la réputation du service public d'enseignement. » Quelle infamie en vérité, je vous le dis. Mais qu'avait-il fait en réalité? Il avait fait usage de sa liberté d'opinion et d'expression. Et Barbara Stiegler, autre philosophe qui s'exprime beaucoup et à propos, il vaut la peine de la suivre, dit que le délit d'opinion, c'est l'argument ultime de la Macronie pour opprimer les soignants et les enseignants. Vous critiquez la propagande de Macron-McKinsey, c'est effectivement le cabinet McKinsey qui forge tous ces éléments de langage qui sont après utilisés par les ministres et les personnes influentes sur les plateaux télévisés. Donc si vous contredisez cette propagande, vous êtes jugé coupable de ne pas croire en la science et donc privé de salaire. J'aimerais vraiment que les citoyens, dans leur ensemble, s'éveillent à la gravité de cette situation. Et puis dans la foulée, donc l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, ou un mensuel, avait attaqué le ministre de l'Éducation sur son bilan, et celui-ci, plutôt que de répondre sur les faits qui étaient mis en avant dans l'article, a répondu « c'est un journal d'extrême droite ». Voyez, et c'est toujours cette manière d'utiliser une étiquette désobligeante pour clore le débat. Alors, penchons-nous sur l'étiquette de conspirationniste ou de complotiste. Voyez, si on tape « Conspiracy Theory », qui est théorie du complot, dans Google, le moteur de recherche, on trouve à l'heure actuelle à peu près 127 millions de références, c'est dire si c'est un sujet à la mode. Et si on va voir dans la littérature scientifique, le fameux moteur de recherche PubMed, américain mais qui synthétise toute la science mondiale, on trouve entre l'an 2000 et 2023 790 résultats de recherche d'articles ayant dans le titre ou portant sur la question du complotisme ou des théories du complot, avec, vous le voyez, une croissance exponentielle au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'en tant que fait social, ça existe également dans l'univers scientifique. Alors, c'est pas tout à fait une surprise pour les observateurs. Pourquoi? Et le magazine Nexus avait en 2016, vous voyez, consacré déjà tout un dossier à cette question en voyant émerger cette accusation de théorie du complot et en se questionnant qu'est-ce qu'elle veut dire, à quoi correspond-elle et, le cas échéant, quelle utilité a-t-elle? Avec le titre « Je pense donc je suis complotiste ». C'est effectivement un des problèmes que nous voyons à cette étiquette. Alors la théorie du complot, c'est quelque chose de tout simple, c'est l'idée qu'il y aurait des accords secrets, des puissantes sociétés qui agiraient dans l'ombre, et voilà, la tendance actuelle est de prétendre que cela n'existe pas et que tous ceux qui imaginent des choses pareilles sont des complotistes, alors que c'est quand même quelque chose qui s'est laissé voir de manière régulière, sinon systématique, à travers l'histoire. Et on voit qu'effectivement, ce terme est devenu saillant dans l'espace public, et à dessein, de mon point de vue, la Dépêche, par exemple, parle du fléau du complotisme en France, une menace pour notre démocratie. C'est quelque chose que le propagandiste Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch a lui-même dit de manière obsessionnelle sur tous les plateaux. C'est une menace pour la démocratie. Ok. Vous voyez, France Télévisions lutte contre les fake news, le témoignage d'un complotiste repenti. Repenti, c'est un terme qui s'applique à la mafia. Donc, on présente quelqu'un qui avoue, fait une confession publique, j'ai été complotiste, mais maintenant, je collabore avec le bon ordre social et avec la justice. Repenti, ça veut dire ça. Et puis 20 minutes qui donnent des bons conseils, les conseils de 3 experts pour répondre à un proche séduit par les théories du complot.
Donc on voit qu'il y a vraiment dans l'imaginaire collectif cette idée qu'il y a une mouvance complotiste qui agit, qui menace la démocratie, qui tend à séduire les gens et dont on peut se repentir. Ce qui est déjà une vision vaguement paranoïaque, à bien des égards. Alors en socio-anthropologie, le cas est banal, il s'agit de ce qu'on appelle un processus de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on définit une étiquette, ça existait de tout temps, sous McCarthy c'était communiste, sous Staline c'était anti-révolutionnaire, sous le nazisme c'était bolchevique, après ça a été gauchiste, ça a été fasciste, ça, vous voyez, ça a toujours existé, cette espèce du prêt-à-penser, où l'on forge une étiquette, on associe un certain nombre de stéréotypes à cette étiquette, ce qui permet de séparer les gens et de les discriminer. C'est ce que fait le ministre de l'Éducation. Quand il dit « à l'heure actuelle, c'est d'extrême droite, donc je n'ai même pas à m'abaisser à discuter avec eux ». Ils sont séparés du corps des gens acceptables. Et d'ailleurs, le président Macron avait dit « les non-vaccinés ne sont plus des citoyens ». On se souvient de ça. Ce qui, évidemment, relève d'une logique de putschiste et de dictateur. Alors, croire qu'il y a des arrangements secrets entre des sociétés puissantes, dans le domaine qui est le mien, l'anthropologie de la santé, c'est bête comme chou. Vous voyez, ça c'est la liste des condamnations des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis uniquement depuis l'an 2000, condamnations pour toutes sortes de raisons, au civil et au pénal, et vous voyez qu'on était, il y a 2 mois, à 1042 condamnations pour des amendes cumulées de 95 milliards de dollars. Donc quand on dit oui, il y a des canards boiteux dans l'industrie pharmaceutique, mais elle est globalement honnête, quand on a plus de 1000 condamnations en moins de 25 ans pour pratiquement 100 milliards de dollars d'amendes et de dommages et intérêts, a priori c'est que l'honnêteté est relative. Et si on se penche sur Pfizer, vous voyez, 90 condamnations pour corruption, falsification des données, charlatanisme, essais illégaux dans des pays du tiers-monde, ayant causé la mort de personnes, pour plus de 10 milliards de dollars d'amende. Donc, de mon point de vue, mais je rejoins là les analyses de Peter Gotche, qui est un des grands professeurs de médecine, nous sommes face à une industrie qui est devenue criminelle, et qui se permet ce genre de crimes et délits. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que jamais aucun dirigeant n'ira en prison et qu'il suffit, en faisant des bénéfices encore plus grands que le montant des amendes, de veiller à ce que ça soit intégré au business model. Alors, l'idée que des complots, qu'imaginer qu'il y ait des complots possibles, soient répréhensibles ou condamnable, est vraiment amusante au possible, parce que nous avons tous vu un nombre de magouilles incalculables au cours des dernières années. Alors évidemment, la mère de toutes les manipulations, c'est ce malheureux Colin Powell brandissant une fiole devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc les États-Unis ont menti au monde entier pour justifier une guerre qui n'avait pas lieu d'être et où ils ont commis des crimes de guerre à profusion. Plus d'1 million de victimes en Irak, dont 500 000 enfants. Ça, c'est le bilan des crimes de guerre des États-Unis, basé sur ce complot. On se souviendra peut-être de l'affaire des frégates de Taïwan, avec des commissions faramineuses, une douzaine de personnes qui sont décédées avant d'avoir pu révéler quoi que ce soit, et des gouvernements de droite et de gauche qui, de manière successive, refusent de lever le secret défense. Complot, conspiration ou transparence et justice ? Récemment, Mme Merkel mais François Hollande, piégés également par des humoristes russes, ont révélé que les accords de Minsk par lesquels les pays occidentaux, les pays de l'OTAN se sont engagés à respecter un certain nombre de choses, n'avaient été qu'une diversion et que les pays en question, dont la France et l'Allemagne, qui étaient garants des accords de Minsk, n'avaient jamais eu l'intention de respecter ces accords. Est-ce que ça avait été dit publiquement à l'époque ? Est-ce que c'est un complot ou est-ce que ça n'est pas un complot ? En France, on sait comment un rapport secret de l'Inspection générale des affaires sociales a accablé le gouvernement, notamment le ministère Véran, quand il était ministre de la Santé, pour sa gestion calamiteuse de la pandémie. Rapport secret.
C'est une décision de justice il y a quelques semaines qui a imposé qu'il soit dévoilé publiquement et les échos dans la presse ont été extraordinairement modiques. Quand on cache à la population et aux décideurs des éléments fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé, sommes-nous face à un complot ou non? On sait comment le virus du SARS-CoV-2 s'est évidemment échappé du laboratoire de Wuhan, où il avait été produit par des recherches en gain de fonction financées par Anthony Fauci et les National Institutes of Health américains, et quand l'information est sortie et qu'il y a eu un risque de scandale en février 2020, qu'a fait Anthony Fauci? Il a mandaté un expert, Peter Daszak, en Grande-Bretagne, pour organiser une campagne de harcèlement de tous les scientifiques qui diraient la vérité, dont Luc Montagnier en France. Vous imaginez, les responsables de la politique sanitaire américaine et mondiale organisent une campagne de harcèlement de ceux qui osent dire la vérité. C'est un complot ou ça n'est pas un complot? La fameuse étude foireuse du Lancet sur la chloroquine, encensée par Philippe Juvin sur les plateaux télévisés, c'était un complot ou ça n'était pas un complot? Comment est-ce qu'une étude foireuse, une pure escroquerie, n'importe quelle personne qui sait lire la science le repère en quelques minutes, se retrouve publiée dans la soi-disant plus prestigieuse revue médicale au monde, révisée par des pairs, un processus qui normalement prend 6 mois, pour publier quelque chose qui est aussi faux que le premier gribouillis que vous aurez pu faire sur un coin de table, mais qui permet à Véran d'arrêter complètement, d'interdire la prescription d'hydroxychloroquine en France. C'est un complot ou ça n'est pas un complot? Madame Ursula von der Leyen, qui n'en a pas les prérogatives, qui n'en a pas la légitimité, qui négocie de gré à gré avec son copain M. Bourla de Pfizer des contrats pour des montants faramineux et qui refuse de donner connaissance des documents montrant la réalité des échanges, est-ce un complot ou n'est-ce pas un complot? Et Nicolas Vidal, sur Putsch TV, avait relevé pourquoi les médias n'ont pas repris l'info en France, que le procureur européen avait été saisi de l'histoire. Vous voyez, on ne veut pas que la population sache, connaisse la réalité de ces scandales, qui sont évidemment des complots. La corruption, c'est se mettre d'accord derrière le dos de tout le monde. Si ça n'est pas un complot, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, comme le dit Martin Kulldorff, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Harvard, il y a eu un narratif de santé publique qui a été créé de toutes pièces et il est devenu interdit de poser la moindre question par rapport à ça. Rappelons que c'est un des meilleurs experts au monde. Et il dit comme résultat de cela, la science et la santé publique ont été démolies. Complot, non? Alors on a appris en cours de route que la Maison-Blanche de l'administration Biden avait mis en place toute une machine à censurer, avec l'aide du FBI et des agences nationales de sécurité américaines, de mèche avec les médias mainstream, pour exiger des réseaux sociaux qu'ils censurent les informations scientifiques véridiques qui circuleraient, qui seraient contraires au narratif qui a été forgé. Et donc, Kulldorff, Bhattacharya, ces grands épidémiologistes que je cite souvent, mais avec plusieurs États américains, dont le Missouri et la Louisiane, ont porté plainte contre l'administration Biden pour collusion, c'est-à-dire complot, pour empêcher la vraie science de circuler. Et vous voyez, Bhattacharya dit les choses aussi clairement qu'il est possible, sujet après sujet, fermeture des écoles, masques, immunité naturelle, blocage de la transmission des vaccins. L'administration Biden a été la première source de désinformation. Comme en France, le gouvernement Macron a été la première source de désinformation, comme en Suisse, Alain Berset, président et ministre de la Santé, a été la première source de désinformation, et vous pouvez dupliquer ça dans tous les pays francophones, et à vrai dire dans tous les pays de l'Occident. Et Bhattacharya, interrogé sur les conséquences de cette censure médicale et scientifique, a dit « c'est une vraie catastrophe. Nous avons privé le peuple américain, c'est-à-dire nos populations, des informations nécessaires à comprendre la situation, et c'était un complot. » C'était une conspiration. Ça a été organisé délibérément d'une manière qui relève du droit pénal. Alors aux États-Unis, Dieu merci, il y a encore un système judiciaire indépendant. En Suisse, en France et en Belgique, le système judiciaire pour l'instant est aux abonnés absents. Espérons qu'il reprenne des esprits tôt ou tard. Alors, adressons-nous maintenant à la question de l'étiquette de complotiste.
Un professeur de sciences politiques américain, j'ai préfacé la traduction de son livre en français, je l'ai co-préfacé avec Ariane Biran, normalienne, philosophe, grande connaisseur du totalitarisme et docteur en psychopathologie. Et Lance D. Evan Smith montre que l'emploi systématique du terme complotiste a été consacré dès 1967 par la CIA aux États-Unis pour décrédibiliser toute personne réfutant les conclusions de la commission Warren sur l'assassinat du président Kennedy. C'est une enquête dont les résultats sont indéfendables, ils sont impossibles matériellement, c'est évident qu'il y a des choses qui ont été cachées, et pour la petite histoire, les documents correspondants auraient dû être déclassifiés, et l'administration Biden continue à maintenir le secret en arguant du fait que le lever mettrait en péril la sécurité des États-Unis. On parle d'un assassinat qui a eu lieu en 63, j'étais pas né. Il y a pratiquement plus personne de vivant de tous ceux qui étaient impliqués, mais si on disait la vérité aujourd'hui, ça mettrait en péril la sécurité des États-Unis. Donc c'est quand même bien qu'il y a quelque chose à cacher, ou bien. Et donc, la CIA, pour bloquer la contestation d'un rapport de toute évidence malhonnête, a suggéré à la presse d'utiliser massivement l'étiquette de complotiste comme attaque personnelle pour dissuader, pour torpiller la crédibilité des opposants et dissuader que l'on s'intéresse à ce qu'ils avaient à dire. Mais relève Lance D. Evan Smith, les conspinégationnistes, c'est-à-dire ceux qui nient le fait qu'il y a des conspirations qui se déroulent en permanence, ont été incapables de formuler une définition de la notion de théorie du complot. Ben oui, car ce terme est devenu un mécanisme de contrôle social. Elle met dans le même panier ceux qui expriment des soupçons de crimes au plus haut niveau de l'État et les ennemis de la raison et du civisme et de la démocratie. Et donc, on est dans quelque chose d'affectif, on est dans quelque chose d'idéologique, et notamment en faisant ces amalgames entre des questions qui se posent vraiment et des critiques qui ont lieu d'être, et des théories abracadabrantesques. Pour faire croire que tout questionnement de la parole officielle est une invention tirée par les cheveux susceptible de nuire à la confiance populaire. Alors, je vous donne un exemple tiré de la très bonne revue Cerveau et Psycho, qui est bonne sur tous les sujets, sauf sur le complotisme où ils sont épouvantables. Et donc, ils ont fait paraître, par exemple, il y a quelques mois, un article nommant un certain nombre de ces théories a priori peu crédibles, les reptiliens, les hommes lézards déguisés en Barack Obama, les platistes, etc., et Christian Perron. Donc dans le même article qui a ce chapeau, vous trouvez, Christian Perron est passé sur le plateau de CNews chez Morandini, et selon Perron, l'efficacité des vaccins contre le coronavirus n'est pas encore avérée. Des médicaments efficients existent et sont connus, mais ne sont pas prescrits du fait de l'action des lobbies pharmaceutiques. On nous ment, et lui dérange parce qu'il dit la vérité. Vous voyez, un discours qui évoque les théories du complot. Et là, on voit cet amalgame. Et d'autant plus choquant que la presse dans son entier avait attaqué Christian Perron, dont il faut rappeler que pendant 15 ans, il a été en charge en France de la réponse sanitaire aux épidémies respiratoires virales. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, c'est bien lui. Et vous voyez, l'Express, mais voilà, qui est une officine de propagande, a tiré à boulet rouge pendant des mois sur Christian Perron, anti-vax, idole de l'extrême droite, la chute d'un professeur jadis respecté. Sauf que, après avoir été hué et vilipendé, Christian Perron a été blanchi par le Conseil de l'Ordre des médecins qui lui a donné raison sur toute la ligne. Parce qu'il sait de quoi il parle. Et parce qu'il n'a fait qu'énoncer des choses vérifiables. Mais au lieu de vérifier et de faire leur travail, les journalistes s'en sont pris à lui au motif de cette étiquette. Et je cite de nouveau Lance D. Evan Smith, en pratique, ce n'est pas la formulation ou l'objet des théories du complot qui les différencie. Ce qui les différencie, c'est leur non-conformité avec l'opinion dominante. C'est pourquoi, dit-il, l'étiquette théorie du complot est si dangereuse en tant que critère de régulation du débat public et politique, car elle assimile la non-conformité intellectuelle à l'irrationalité et elle cherche à imposer la conformité au nom de la raison, du civisme et de la démocratie.
Et donc il faut bien comprendre que ce label caricatural de complotiste dénigre les enquêtes et les questionnements qui remettent en cause les récits officiels des événements politiques suspects, et dans lesquels des agents de l'État eux-mêmes pourraient être impliqués, comme le FBI dans la censure aux États-Unis. De telles thèses sont considérées comme dangereuses, non pas parce qu'elles sont manifestement fausses, mais au contraire parce qu'elles sont le plus souvent tout à fait plausibles dès lors qu'elles sont considérées avec objectivité et sans égard particulier pour les institutions et les responsables politiques. Alors bien sûr, des gens intelligents nous l'avaient dit. Edgar Morin, toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance largement répandue est désormais considérée comme complotiste. Meren Zaki, grande journaliste suisse et égyptienne. Il faut faire attention à ce que l'étiquette complotiste ne serve pas à disqualifier ceux qui se posent les bonnes questions. Mais évidemment que c'est le but. Pourquoi? Et c'est là tout l'intérêt de la thèse de Lainsday Heaven-Smith, c'est une étiquette qui vise à couvrir les crimes d'État contre la démocratie. Et lui indique même l'inverse, c'est que dès lors qu'il y a un usage massif de l'étiquette de complotiste par l'appareil d'État et ses larbins, on est à peu près sûr qu'il y a des crimes d'État contre la démocratie en cours. Alors, suivons son raisonnement. La notion de crime d'État contre la démocratie cherche à cerner une idée simple, le fait qu'un gouvernement ne respecte pas la loi au détriment de la démocratie et de la population. Par exemple, lorsque le président Bush et ses subordonnés déclarent devant la nation que l'Irak possède des armes de destruction massive, ils commettent un crime d'État contre la démocratie au plus haut niveau de l'État. Car ce faisant, ils privent le Congrès et la population des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée à propos du soutien ou de l'opposition à une action militaire. Et donc, dès que ce tour est joué, un régime partiellement totalitaire peut être mis en place avec une économie de moyens quant aux intrigues et à la propagande gouvernementale. Et donc ce dont il s'agit dans un temps comme cela, et c'est pour ça que tous les intellectuels, les penseurs, les professionnels, la population, les députés, les élus, les magistrats, les journalistes, s'il en reste, doivent se mobiliser, c'est de prévenir les crimes d'État contre la démocratie. L'étiquette complotiste entrave les enquêtes sur les crimes au plus haut niveau de l'État. Lorsque des dirigeants prétendent avoir besoin de pouvoirs extraordinaires pour faire face à des menaces, analyse Lainsday Heaven-Smith, les citoyens devraient examiner attentivement ces menaces et envisager la possibilité qu'elles soient inventées de toutes pièces. Voilà, alors si on se penche maintenant sur la science, avec pas mal de guillemets, vous voyez, comment est-ce qu'on définit le fait d'être complotiste dans la littérature scientifique? Eh bien c'est juste quelqu'un qui ne croit pas à ce que dit l'État, même si c'est faux. Donc par exemple, un professeur de la Pitié-Salpêtrière, professeur de psychiatrie, a publié un article en 2021, et dans la liste des croyances complotistes telles qu'il les définit, on trouve des choses qui ont été confirmées depuis. Le risque de contracter l'infection au coronavirus ou de développer une forme grave après avoir été infecté est négligeable. C'est ce que John Ioannidis, le meilleur épidémiologiste au monde, vient de montrer. La pandémie n'existe pas réellement, les hôpitaux sont vides. Ben oui, 2% des hospitalisations en 2020 ont été dues au Covid et encore avec beaucoup de gens qu'on avait étiquetés comme tels sans que ça soit le cas. 5% des séjours en service d'urgence ou soins intensifs. Donc effectivement, les hôpitaux étaient vides, ça a été confirmé. Les écouvillons nasaux PCR sont dangereux. Ben oui, ça a été confirmé. Donc ce professeur de la Salpêtrière s'inspire de la doxa gouvernementale fausse, dont on sait aujourd'hui qu'elle était fausse, et dit « ceux qui pensent ça sont des complotistes ». Donc on voit bien le problème. Et j'ai même trouvé une échelle à une entrée, un item. Les auteurs disent « ça permet de savoir si quelqu'un est complotiste ou pas », et écoutez bien l'intitulé « Je pense que la version officielle des événements donnés par les autorités cache très souvent la vérité ». Si vous pensez que c'est complètement faux, vous n'êtes pas complotiste. Si vous pensez que c'est vrai, vous êtes complotiste. Bon. Donc sur la guerre en Irak, sur le massacre, le génocide au Rwanda, sur l'origine du virus, sur l'efficacité du vaccin, si on a cru quelque chose de faux qui était dit par les autorités, c'est que nous ne sommes pas complotistes. Bon, bonne nouvelle. Et donc voilà. Il faut remettre les choses dans le bon ordre, ce que propose Lainsday Heaven-Smith dans un autre article, reconsidérer les théories du complot,
être dans la suspicion qu'il peut y avoir des crimes au niveau gouvernemental. Parce que tout ça, évidemment, fait partie d'un processus de manipulation extrêmement bien construit. C'est là on voit que les McKinsey et autres cabinets connaissent leur affaire, et bien sûr qu'ils sont de mèche avec les services secrets et les départements militaires. Pour ça qu'il y a eu le secret militaire en France. Relisons encore des Heaven Smith. Le principal effet de la plupart des crimes d'État contre la démocratie est d'encourager la panique sociale, la division entre la population, ça c'est moi qui ajoute, le militarisme auprès du grand public, ainsi que la belligérance de la politique étrangère. Donc tout le monde trouve justifier la guerre en Ukraine, alors que nous n'avons pas respecté les accords que nous avons conclus, qu'il y a eu plus de 12 000 Russes massacrés pendant 10 ans dans la différence générale, et quand Poutine dit « mais je ne vais pas laisser massacrer ma population », il intervient. Sur des populations russophones qui sont discriminées et maltraitées en Ukraine, on hurle au loup en finançant un régime lourdement corrompu. Donc on voit bien que tout ce que Lansday Heaven-Smith avait identifié se retrouve trait pour trait. Et donc, il conclut, pour terminer, l'étiquette théorie du complot devient un puissant moyen de diffamation qui, au nom de la raison, du civisme ou de la démocratie, préempte le débat public, renforce plutôt qu'il ne résout les désaccords et sape la vigilance populaire à l'encontre des abus de pouvoir. Alors, Alexis Haupt, philosophe que j'aime bien citer, disait « Avant, cette accusation systématique de complotisme était une censure, puis c'est devenu une méthode de manipulation des masses visant à ce que les gens s'autocensurent et ne s'autorisent plus à critiquer le gouvernement. Désormais, il est en train de muter en véritable répression politique. » Et il faut savoir que le Forum économique mondial, qui évidemment est à la commande de cette dérive épouvantable que nous vivons depuis 3 ans, de manière obvie, c'est pas une théorie du complot, ils le disent ouvertement, mais maintenant veut lancer des centaines de milliers, de guerriers de l'information sur Internet pour poursuivre tous ceux qui diraient autre chose que la doxa des États et la propagande servie par les médias de masse. Et Jordan Peterson, professeur de psychologie à Toronto, dit « On verra bien qui aura raison de qui ». Je vous remercie, à demain.